Très bien, les amis, bon mardi à tous. Nous reprenons tout de suite avec la saison 2 de Devenir Brigitte. Nous avons reçu tellement d'emails, de très bons indices que vous nous avez envoyés, et maintenant, nous avons aussi certaines réponses. Je dois aussi vous raconter un fait incroyable sur ce qui se passait également à l'université de Stanford au début des années 1970. Et nous avons en fait un enregistrement audio du mystérieux prisonnier 2093 parlant de son temps passé en cellule. Mais avant tout, nous avons terminé l'épisode d'hier avec une question. Pourquoi faire de Brigitte la première dame de France, n'est-ce pas? C'est quand même étrange, elle s'en est sortie avec tellement de choses. Alors pourquoi la faire devenir première dame de France? J'ai émis l'hypothèse qu'il y a probablement un élément de théologie ici. Bienvenue à nouveau sur Candice. Si vous écoutez régulièrement ce podcast, alors vous m'avez déjà entendu dire à de nombreuses reprises que tout est théologie. Mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de cela. C'est en fait quelque chose que mon mari m'a partagé. Au moins, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je lui ai demandé « Pourquoi as-tu décidé d'étudier la théologie à Oxford ?» Je me souviens qu'à l'époque, vers 2018-2019, je me disais « Parmi toutes les matières qu'un étudiant peut choisir à l'université, pourquoi quelqu'un voudrait-il choisir la religion? Surtout une religion que tu ne pratiques pas forcément. Pourquoi veux-tu apprendre tout cela? » Comme j'étais naïve, comme je me trompais. En fait, je pense qu'aujourd'hui, l'un de mes plus grands regrets académiques est d'être allée à l'université, d'y avoir perdu mon temps alors que j'aurais simplement dû étudier la religion et la théologie. Parce que dans ma vie politique, j'ai soudain réalisé que rien d'autre n'a vraiment d'importance. Tout le reste n'est que théâtre, si tu ne sais pas. Ce qui guide quelqu'un, spirituellement parlant, alors tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. C'est à l'université que mon mari a pris la décision de se convertir au catholicisme. Et une décision encore plus étrange à mes yeux dans mon esprit américain de 2018, parce que c'est presque un signe distinctif d'une éducation publique aux États-Unis d'être anti-catholique. C'est comme catholique. Le catholicisme, c'est interdit. Tout ce que tu apprends en histoire, c'est que les catholiques faisaient n'importe quoi, qu'ils se trompaient, surtout en Europe. Et, heureusement, l'Amérique, tu es un jeune pays, mais tu fais les choses correctement. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi c'est ainsi. Je devrais dire maintenant, n'est-ce pas un peu curieux que Brigitte soit soi-disant une catholique dévouée? Est-ce que quelqu'un qui suit cette histoire y croit vraiment? En tant que soi-disant catholique, vous vous souviendrez qu'à son arrivée au pouvoir, Brigitte Macron voulait transformer le dôme de Notre-Dame en pénis. Je ne plaisante pas. Vous vous souvenez de ça. Regardez, voici le titre. Juste pour résumer rapidement, la femme du président français a proposé un phallus et des boules dorées pour la reconstruction de Notre-Dame. Et voici une citation tirée de cet article. Parce que lorsque Brigitte est d'abord arrivée au pouvoir, enfin, on dit qu'elle est arrivée, elle est censée être l'épouse de, mais je suppose que lorsque Macron est arrivé au pouvoir, la ministre de la Culture française était une femme nommée Roselyne Bachelot. Et c'est Roselyne Bachelot qui a reçu la proposition de Brigitte. Et voici ce que Roselyne Bachelot a résumé dans son livre, selon cet article. Elle a écrit, je cite, « Je ne regrette pas cette insubordination. Lors d'un déjeuner avec Brigitte Macron, quelques jours plus tard, elle me montre un projet surmonté d'une sorte de phallus dressé, avec sa base entourée de boules dorées. Pardon, quoi? Pour être clair, ils l'ont virée. Ils se sont débarrassés de cette femme. Ils l'ont remplacée car ils se sont dit, tu ne veux pas mettre les boules dorées sur le dôme. Tu ne veux pas faire ça. Tu dois partir. Tu dois t'en aller, Rosaline. » Et Rosaline ne regrette pas, à juste titre, son insubordination, parce que franchement, c'est quoi ce délire? Je comprends. Je vois ce qui se passe. Parce que quelle meilleure façon de détruire tes véritables ennemis que de l'intérieur, en disant « Oui, je suis catholique. » Oui, Macron et moi, on est tombés amoureux. Il avait 14 ans. Je comprends. Je dois vous dire autre chose à propos de moi, un petit fait. La première chose que j'ai jamais voulu être dans la vie, je m'en souviens très bien, c'était archéologue. En CE2, je suis devenue un peu obsédée. On a appris l'archéologie. Je ne sais pas vraiment ce qui me motivait, à part le fait d'apprendre sur l'Égypte. Inutile de dire que ça n'a pas marché pour moi dans la vie. Mais mon intérêt pour les artefacts déterrés, qui révèlent des secrets du passé, eh bien, il n'a jamais disparu.
C'est pourquoi il y a un artefact, en fait, dans cette saga Brigitte Macron, et il a complètement attiré mon attention. Je me suis dit, tu sais, j'ai l'impression que je devrais prêter attention à ça pour une raison quelconque. Alors voici la véritable histoire. Voici, c'est juste un fait. À Amiens, souvenez-vous, c'est la ville où sont nés Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Un artefact y a été découvert en 1845. C'est une statuette en bronze. Et elle a été trouvée sur la propriété d'un militaire nommé le capitaine Bornel. Maintenant, je ne sais pas si c'est à cause d'une barrière linguistique, mais pour l'instant, je n'arrive pas à en apprendre davantage à ce sujet. Le capitaine Bornel, à part le fait que cette statue a été précisément trouvée dans le quartier d'Henryville à Amiens. Maintenant, si le nom d'Henryville vous dit quelque chose, c'est parce que vous vous souviendrez que c'est précisément le quartier où Emmanuel Macron a grandi avec Manette. Oui. Donc j'étais intéressée. Et je suis désolée, je suis intéressée parce qu'ils ont décidé de donner un nom à cette statue. Elle se trouve toujours à Amiens. Elle est exposée dans un musée. Le dieu d'Amiens. Je suis désolée, mais si je creusais simplement dans mon jardin et que je déterrais quelque chose qui ressemblait à une figurine païenne, je ne lui donnerais pas de nom. Le dieu de quoi que ce soit. Je dirais simplement « Oh, on a trouvé ça, c'est intéressant. » Mais quelqu'un a pris la décision d'appeler ça le dieu d'Amiens. J'avais besoin d'en savoir plus parce que vous pouvez toujours compter sur moi. Pour ne pas me mêler de mes affaires, d'accord? Et comme je l'ai dit, ce qui m'intriguait, c'était son nom, n'est-ce pas? Aucun d'entre nous ne ferait ça. Réfléchissez-y maintenant. Peu importe ce que vous déterrez dans votre jardin, vous n'allez pas le placer chez vous et l'appeler un dieu, à moins d'être peut-être vous-même païen. Alors, regardons cette statue, d'accord? La statue elle-même tient quelque chose de manquant dans ses mains, des deux côtés. En fait, vous remarquerez aussi que la statue ressemble un peu à un jeune garçon. Elle a une oreille d'animal. Je peux vous dire maintenant que ce qui est censé être dans sa main gauche, vous voyez qu'il manque quelque chose à cette main gauche, c'est un serpent. D'accord. Et ce qui est censé être dans ce bras cassé, c'est qu'il est censé tenir des grappes de raisin. Voici à quoi cette statue devrait ressembler? D'accord. Sur la droite, nous savons cela parce que cette statue s'appelle le dieu de Besançon, qui est au sud de Paris, en France. Donc, à gauche, c'est ce qu'on appelle le dieu d'Amiens. À droite, c'est le dieu de Besançon. Encore une fois, qui donne ces noms à ces statues? Je ne sais pas. Maintenant, je vais vous expliquer et je veux que vous écoutiez très attentivement tout ce qui est représenté dans cette statue unique, le dieu, entre guillemets, d'Amiens. D'accord. Le roi Midas est représenté par l'oreille animale. Sibylle, qui était un démon, et aussi l'ancienne déesse mère d'Anatolie, qui se châtre, est châtrée, est représentée par le serpent. Et puis Dionysos, qui porte aussi le nom d'Attis, est représenté par les grappes de raisin. D'accord, c'est le mâle à l'apparence efféminée. Et enfin, l'oreille de chèvre représente Pan. Je vais vous raconter l'histoire de la façon dont tout cela s'assemble, comment ces figures mythologiques sont toutes liées à la même histoire. Il s'avère que la statue fait référence à la croyance païenne sur la façon dont la Phrygie, qui est une région de la Turquie et de l'Anatolie actuelle, est née. Je vous montre cela sur la carte. C'est pertinent. La Turquie est toujours très pertinente. L'histoire raconte qu'un oracle a été consulté pour déterminer qui deviendrait le prochain roi de Phrygie. Or, consulter un oracle, en général, implique une grande prêtresse qui est possédée spirituellement par les divinités et peut transmettre des messages. Cet oracle particulier a déclaré que ce serait Gordias qui deviendrait le roi de Phrygie. Et il accomplirait cela une fois qu'il aurait conduit son char en Phrygie aux côtés de la grande prêtresse Agdestis. D'accord. Au revoir, au revoir. Agdestis était un hermaphrodite. Les dieux craignaient cette monstruosité, la voyaient comme un démon. Alors, ils ont castré Agdestis. Et ensuite, ce qu'il restait était une femme, je suppose. Et elle devient si belle. Certains de ces éléments commencent à vous sembler familiers. Vous voyez, les histoires se mélangent un peu. On retrouve la version grecque, romaine, la Vierge turque. Mais suivez-moi là-dessus. Je veux être clair ici, d'accord? Les anciens Turcs. Pour les anciens Turcs, il n'y a pas de déesse plus vénérée que cette prêtresse. Cybèle. Elle est leur magna mater, la grande mère de l'Anatolie. Donc Cybèle continue et elle donne naissance à 2 enfants. Ne vous inquiétez pas, je vais en fait vous montrer un arbre généalogique mythologique.
Cybèle continue et elle donne naissance à 2 enfants. Le premier, elle l'a eu avec le roi Gordias, n'est-ce pas? Ils sont arrivés en ville ensemble. Cet enfant devient, c'est Midas. Tout le monde connaît le roi Midas, non? Le roi Midas, le touché d'or. Et son autre enfant qu'elle a eu, c'est avec quelqu'un d'autre. Et il y a eu un peu de scandale autour de la façon dont cet enfant est né. Cet enfant, c'est Dionysos. Maintenant, vous vous souviendrez que Brigitte Macron, d'Amiens, a personnellement choisi Thomas Joly pour mettre en scène ce désormais tristement célèbre spectacle olympique qui a scandalisé le monde entier. Pour une raison quelconque, Brigitte a été intimement impliquée dans la préparation de cette représentation. Lorsque le monde s'est indigné de ce qui ressemblait à une promotion de l'idéologie trans et à une parodie de la scène. Curieusement, l'Élysée a répliqué, ou plutôt a clarifié auprès du public que il s'agissait en réalité d'un hommage à Dionysos, le dieu grec du vin et de la fête, qui est représenté dans cette figurine du dieu Damien, d'accord? Brigitte est même allée jusqu'à, cela lui tenait tellement à cœur, clarifier ce point qu'elle l'a précisé dans sa plainte contre moi. Cette performance portait en réalité sur un dieu grec. Il est écrit, Owens est allé jusqu'à affirmer que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024, qui était un hommage à la mythologie grecque, avait été conçue pour honorer Brigitte Macron, parce qu'elle est transgenre. Ah, donc vous persistez dans cette affirmation. C'est en fait censé être quelque chose en lien avec la Grèce. Encore une fois, j'aurais dû le remarquer à ce moment-là, mais c'est un autre indice. Ils en disent beaucoup trop, les copains d'Alizée, beaucoup trop quand ils font semblant d'être outrés par quelque chose. On revient à Dionysos, n'est-ce pas? Le deuxième enfant de Cybèle. Dans la mythologie grecque, l'histoire raconte que Zeus est tombé sous le charme de cette prêtresse, Cybèle. Zeus, si vous savez, il trompait tout le temps Héra, sa femme, et l'une de ces personnes, c'est Cybèle. C'est Cybèle. Il tombe sous le charme de cette prêtresse et commence à la voir en secret. Et au final, Cybèle tombe enceinte de son enfant. Héra, la femme de Zeus, décide genre « Non, mais c'est fou ». Et elle est prise d'une crise de rage. Et elle décide de se déguiser en nourrice. Et elle va se rapprocher d'une Cybèle enceinte et la manipuler en semant le doute dans son esprit. Du genre, es-tu sûre que ton amant est Zeus? Genre, le dieu Zeus? Et Cybèle répond, oui, j'en suis sûre. Elle lui dit, comment peux-tu en être sûre? L'as-tu déjà vu? S'est-il déjà présenté à toi dans toute sa forme divine et céleste? Je pense que tu devrais vraiment vérifier si c'est le cas ou non. Si c'est vraiment Zeus et ça fonctionne, la raison pour laquelle Héra veut que Cybèle demande à Zeus d'apparaître devant elle dans toute sa gloire divine, c'est que, mythologiquement parlant, si un dieu se montrait dans toute sa divinité devant un humain ou une prêtresse, cela tuerait automatiquement cette personne. La vision est tout simplement trop divine. Et comme je l'ai dit, le piège d'Héra fonctionne. Cybèle. Puis elle dit, Zeus, si tu es vraiment Zeus, apparais devant moi. Et aussitôt Zeus répond, non, ne me demande pas de faire ça. Ne me demande pas de faire ça. Il le fait. Cybèle est alors frappée par un éclair. Et Cybèle meurt et descend dans les enfers. L'impact de cette foudre force son fils, Dionysos, à naître prématurément. Zeus sauve alors ce Dionysos prématuré en le cousant dans sa cuisse. Quand vient le moment pour Dionysos de naître à nouveau, comme s'il était né 2 fois, Zeus sait qu'il doit cacher cet enfant parce que Héra va complètement paniquer. Genre quoi? Tu gardes l'enfant? Hors de question. Il demande donc au dieu messager Hermès d'emmener Dionysos dans la forêt, où il sera élevé par une créature mi-chèvre connue sous le nom de Pan. Nous voilà, Pan dans la forêt. Donc, pour être clair, Pan, cette créature mi-chèvre, devient le parent adoptif de Dionysos. Je vais vous montrer l'arbre généalogique parce que c'est très important, d'accord? Donc là-haut, vous avez Cybèle, n'est-ce pas? Le démon d'Anatolie. Elle a un enfant avec Zeus. Elle est maintenant dans le monde souterrain, n'est-ce pas? Vous avez Dionysos. De l'autre côté, Cybèle et le roi Gordias vont avoir Midas, d'accord? Ce qui est intéressant avec Pan, c'est qu'il est à moitié chèvre. Certaines personnes l'interprètent comme Satan. C'est un peu un fêtard. Il est toujours ivre dans la forêt, parce que lorsqu'il est en état d'ivresse, il est capable de faire des prophéties. Donc Pan est le dieu des bergers, des troupeaux et des réjouissances alcoolisées.
Pan fait ce qu'on lui demande, il élève, il prend soin de Dionysos, et Dionysos devient alors ce très beau jeune garçon, décrit comme ayant une apparence efféminée qui adore manifestement Pan. Pan avec les cornes. Un soir, Pan boit un peu trop, n'est-ce pas? Et il est trouvé en état d'ivresse par les hommes de Midas, qui est maintenant roi. Ils trouvaient ça comme une demi-chèvre. Ils le ramènent au palais de Midas. Et bien sûr, le roi Midas reconnaît Pan à cause de son père, roi de Gordias. Et il décide de garder Pan en sécurité et à l'aise dans son palais. Maintenant, Dionysos est paniqué car elle ne trouve pas son père adoptif. Et il est paniqué car il ne retrouve pas son père adoptif. Et puis, il est complètement soulagé lorsqu'il découvre qu'il est avec le roi Midas, qui est en fait son demi-frère, n'est-ce pas? Cybèle est à la fois la mère du roi Midas et aussi la mère de Dionysos, ce beau garçon. Dionysos, qui est à moitié Dieu parce que Zeus est son vrai père, est tellement heureux qu'il dit « Je ferai tout ce que tu veux, Midas. Je t'offrirai tout ce que tu veux en récompense. Un cadeau pour avoir pris soin de mon père adoptif, Pan. Ton vœu est un ordre. » Et le roi Midas est avide. Il est très avide. Il dit « Oh, j'aimerais avoir le toucher de Midas. Tout ce que je touche, j'aimerais que cela se transforme en or. » Et le toucher de Midas lui est accordé. Mais bien sûr, ce don s'est avéré être une sorte de malédiction. Le roi Midas finit par transformer accidentellement sa fille en or en essayant de la consoler. Et là, il se rend compte que finalement, il n'aurait peut-être pas dû demander cela. Alors, il retourne voir son demi-frère et commence à le supplier. Et il lui dit « Écoute, frérot, j'ai vraiment besoin que tu me débarrasses de ce truc. Je sais que j'aimais tellement l'or, mais je n'ai pas vraiment réfléchi à ma demande. S'il te plaît, laisse-moi juste m'en débarrasser. » Dionysos finit par accepter et dit à Midas d'aller se laver les mains dans le fleuve Pactole. Et l'or sera alors transféré là-bas à la place. Petite parenthèse sur la vie antique. Au cas où tu ne le saurais pas, le Pactole, ce fleuve, c'est justement là qu'une quantité absurde d'or et d'argent a été trouvée sous ce cours d'eau, ironiquement. En fait, ce fleuve est devenu la source, et c'est important, des toutes premières pièces d'or utilisées dans le monde antique. La banque commence ici, les amis. La banque, je n'invente rien. Je vous le promets, vérifiez par vous-même. Tout commence ici, en Turquie. Maintenant, revenons à notre famille. Dionysos, comme je l'ai dit, est maintenant un jeune adulte, à moitié Dieu. Il veut retrouver sa mère. Il veut vraiment que Sémélé revienne. Sémélé est aux enfers, alors il se dit « Je vais entreprendre ce voyage et faire tout ce qu'il faut. Je vais descendre aux enfers. Je vais la ramener. » Et ce voyage n'est évidemment pas sans obstacle. Il doit pénétrer dans le royaume des morts, faire de nombreux sacrifices pour ramener sa mère. C'est encore une fois pourquoi Dionysos et Sémélé sont associés à cette idée de renaissance. De retour des enfers, Dionysos devient le compagnon de sa mère, Sémélé. Et là, ça devient un peu compliqué. L'histoire raconte que sa mère, Sémélé, tombe amoureuse de lui. Et ses parents adoptifs, ou plutôt les nymphes de la forêt qui l'ont élevé, n'ont pas vraiment apprécié cela. « Wow, maman, c'est encore un jeune garçon, adulte, jeune. Qu'est-ce qu'on fait là? Tomber amoureux. C'est bizarre. » Donc, ils trouvaient ça étrange, cette vieille maman castrée un peu glauque qui drague son beau-fils, et ils avaient d'autres projets pour lui. Ils l'emmènent. Ils veulent qu'il épouse quelqu'un d'autre. Mais l'amour que cette prêtresse, la grande prêtresse Cybèle, ressentait pour ce garçon, son fils, était trop fort. Mec, ça commence vraiment à me rappeler quelque chose. C'est vraiment l'histoire la plus amiénoise qui soit. Pour faire court, Dionysos et Attis vivent heureux pour toujours. Dionysos et Cybèle vivent heureux pour toujours. Ensuite, elle le rend fou et il se châtre lui aussi. Il y a beaucoup de castration dans cette histoire. Vous devez savoir qu'à partir de là, cela ne devrait pas du tout vous choquer. Des cultes se sont formés. Ces cultes sont connus sous le nom de culte de Cybèle ou culte de Dionysos. Et Attis, il faut que vous fassiez des recherches là-dessus. Les personnes qui suivent ce culte sont appelées les Galli. Pour devenir grande prêtresse dans le culte de Dionysos, il faut se châtrer. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'invente rien. Je me suis simplement renseigné sur cette statue. La voici. Vous pouvez le lire sur le site English Heritage. On vous y explique comment les Galli brisaient les normes de genre romaines. Un petit morceau d'histoire LGBTQ+, j'en suis sûre. Les Galli étaient des prêtres dans le culte de la déesse Cybèle.
Ils étaient peut-être voués spécifiquement à son compagnon, Attis, c'est-à-dire Dionysos, qui s'était châtré lui-même dans un accès de frénésie divine. Lors de l'initiation au culte, les Galli se châtraient également, puis s'habillaient exclusivement avec des vêtements féminins. Ils occupaient donc une place ambiguë dans les conceptions romaines du genre, à laquelle de nombreuses personnes transgenres et non-binaires modernes se sont identifiées. J'en suis sûre. Se châtrer, puis ne porter que des vêtements féminins. Je ne plaisante pas. Apparemment, c'est le dieu Damien. Pour s'initier à ce culte, voici comment cela fonctionne. Il doit y avoir une nuit de réjouissance, une nuit, bien sûr, où l'on essaie d'invoquer Pan, une nuit où les gens portent des cornes, font des offrandes à Pan et pratiquent ce qu'on appelle des rituels orgiaques, en gros de la magie sexuelle. Des limites sont franchies. Vous pouvez vérifier par vous-même. J'ai suivi la trace de ce culte à travers les siècles et je me rends compte qu'il n'a jamais vraiment disparu. Des limites sont franchies. Il y a de la pédophilie, de l'inceste. Tout cela est encouragé lors de ces nuits de réjouissance. Et vous devez aussi savoir que le théâtre est un élément de ce culte. Dionysos est le dieu grec du théâtre. C'est en fait de là que provient le théâtre occidental. Alors, quand on regarde à travers le monde et qu'on voit toutes ces personnes en position de pouvoir et qu'on apprend cela, Justin Trudeau était professeur de théâtre, Zelensky était acteur, Emmanuel Macron était acteur, formé par Brigitte, cela vous amène bien sûr à vous poser la question raisonnable. Ce culte a-t-il vraiment survécu à travers les âges? Et c'est le cas. Je vous l'ai dit, j'ai retracé son histoire. Le culte présente ses caractéristiques à chaque époque. Il y a Pan, il y a un jeune garçon, vous savez, le culte du bouc. Il y a toujours un jeune garçon qui l'élève. Et puis il y a toujours le Midas dans chaque histoire. Je n'ai donc pas vraiment été surpris d'apprendre que une statue rendant hommage à Pan a également été trouvée dans la villa de la famille Médicis. Les Médicis auraient été les Midas de leur époque à Florence en 1787. Regardez cette statue. Une grande partie de ce que nous devons aborder concerne la théologie. C'est évidemment les demi-boucs. Et cette statue signifiait beaucoup pour la famille Médicis. Ils l'ont d'ailleurs transférée dans leur villa à Florence. Et c'est, oui, Pan, en train de donner des leçons à l'un de ses nombreux héromènes, ce qui signifie essentiellement de jeunes garçons. Je ne sais pas, les gars. Tout ce que je dis, c'est que c'est intéressant que nous soyons en train de discuter de toute cette histoire de devenir Brigitte. Et Brigitte décide d'organiser ce festival dionysiaque pour les Jeux olympiques où les gens se travestissent. Et puis on découvre simplement que c'est, entre guillemets, le dieu de sa ville natale et de celle d'Emmanuel. C'est juste bizarre. D'accord. C'était aussi étrange qu'au mariage de Brigitte et Emmanuel, ils aient choisi ce sujet de gâteau très particulier avec des cornes. Dans le livre de Xavier Poussard, Devenir Brigitte, il écrit ceci, je cite, à propos de ce mariage étrange, et je pense, tu l'as sous les yeux, « Tout y est étrange. De la robe sans manches et particulièrement courte portée par Brigitte, au nœud de cravate rose d'Emmanuel Macron, sans parler du sujet de gâteau, évoquant peut-être les cornes de Baphomet. Étrangement, poursuit-il, ce mariage n'a pas été mentionné dans l'hebdomadaire local Lay's Echo du quai du 20 octobre 2007. Le seul événement mentionné à la mairie est un baptême. » Fin de citation. Donc oui, c'est un mariage étrange et ils n'ont pas pu trouver de traces de ce mariage dans la presse locale et aucune explication pour ce sujet de gâteau. Sur une autre note de mode, en 1972, la famille Rothschild a organisé cette fête tristement célèbre, un bal surréaliste où les invités devaient porter des costumes. Et il était organisé par la baronne Hélène de Rothschild. Et je dois dire, je ne porterai pas ça. Genre, je ne porterai pas ce qu'elle porte là. Ça pousse vraiment à se poser des questions. Mais d'ailleurs, on n'a pas le droit de se poser de questions. Les gens, même si vous demandez à une IA, elle dit que toute question sur ce qu'elle porte la nuit est profondément antisémite. Je vous dis tout cela parce qu'en rassemblant les pièces de l'affaire Epstein, en parlant de Sigmund Freud et en abordant Emmanuel Macron, on commence à voir ces thèmes émerger. La théologie est vraiment, vraiment pertinente. Il est peut-être temps pour nous tous de reprendre une vieille Bible, pas une nouvelle, qui change déjà les choses. Il est assez clair dans la Bible que les Ashkénazes sont les Turcs, eux, et qu'ils ne sont pas sémites. Ils ne peuvent pas être sémites car ils descendent de Japheth et de Gomère. Vous devez apprendre qui est Gog de Magog, la guerre prophétisée contre le peuple de Dieu. Et pour comprendre cela, pour y parvenir,
Cet élément de théâtre que nous voyons, théâtre et infiltration, il est tellement important ou très important pour le culte dionysiaque. Alors, renseignez-vous davantage sur Dionysos. Et je pense que cela vous apportera beaucoup plus de clarté sur ce à quoi nous sommes confrontés. Et non, vous n'êtes pas fou. D'accord. En fait, j'irais même jusqu'à dire que les personnes qui dirigent le monde ont perdu la tête, vraiment et complètement perdu la tête. Je vais vous montrer d'autres choses que nous avons découvertes à propos du prisonnier 2093 et vous permettre d'écouter quelques extraits audio à ce sujet. D'accord, commençons par quelques mises à jour ici. Tout d'abord, merci à tous ceux qui nous ont décrit au sujet de Furas. Nous vous l'avons dit, F-U-R-A-S, Warren Furas est le nom qui figurait dans les archives numériques de Stanford auxquelles nous avons eu accès. Comme étant l'individu qui a rencontré lors du jour des visites et a rencontré notre sosie de Jean-Michel Trognot. Eh bien, vous nous avez informé que Furis est en réalité une abréviation utilisée dans la marine militaire. Cela signifie affectation supplémentaire. Donc, cette entrée numérique pour les noms des personnes qui ont rendu visite aux prisonniers lors du jour des visites, cela veut dire qu'exceptionnellement pour notre sosie de JMT, le prisonnier 2093, il a à la place cette mention qui indique Warren en affectation supplémentaire. C'est exact. Nous avons vérifié et pour nous, c'est effectivement un terme abrégé utilisé dans la marine. Cela signifie affectation supplémentaire, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une personne en transition. Et cette abréviation est utilisée lorsqu'un marin est transféré à un nouveau commandement, mais que ses fonctions précises n'ont pas encore été définies. Alors maintenant, la grande question est, qu'est-ce que Warren? Nous avons d'abord compris, en affectation supplémentaire, mais que signifie Warren? Est-ce un lieu? Est-ce une personne? Envoyez-moi vos idées. Vous êtes bien plus intelligent que moi. J'ai littéralement l'impression de recevoir une formation accélérée sur tout ce qui concerne l'armée en ce moment. Et je pars vraiment de zéro, surtout en ce qui concerne la marine. Donc, on verra ce que vous allez trouver. Quelque chose que je voulais vous mentionner hier, mais on commençait à manquer de temps, c'est le campus de l'Université de Stanford. En plus de tout ce qui se passait, en 1967, ils sont devenus l'un des seuls endroits, il n'y en avait qu'une dizaine aux États-Unis, à commencer à pratiquer des opérations de changement de sexe, des chirurgies transgenres. Je ne plaisante pas, les gars. Je vais vous montrer parce que vous n'allez pas me croire. Ça donne souvent l'impression que j'invente tout ça, mais ce n'est pas le cas. Ceci a été publié dans le journal de Stanford et ça existe dans leurs archives de l'époque. Cet article en particulier date de 1973, donc en fait 2 ans après l'expérience de la prison de Stanford. Chirurgie de changement de sexe organisée dans le cadre d'un projet du centre médical. C'est ce que ça nous dit. Les patients apprennent à se coiffer, à s'asseoir et à marcher comme des membres du sexe opposé dans le cadre d'un programme de changement de sexe du centre médical de l'Université Stanford. Citation: « La réhabilitation est l'objectif principal du programme », déclare la coordinatrice du programme Pat Gandy. La chirurgie peut ou non faire partie du programme. Le processus de réhabilitation d'un individu. Cependant, si nous allons réaliser cette chirurgie, nous voulons que la personne puisse s'adapter aux normes sociales, qu'elle puisse s'intégrer dans la société en tant qu'homme ou femme normal. Depuis que Stanford a commencé, poursuit l'article, depuis que Stanford a commencé à pratiquer des opérations de changement de sexe en 1967, environ 500 candidats se sont présentés à l'hôpital, mais seulement 10% ont effectivement subi l'opération, a déclaré Gandhi. Et cela continue sous ce nouveau sous-titre, « Seul programme ». Stanford propose le seul programme de ce type sur la côte ouest et fait partie d'une dizaine de programmes similaires à l'échelle nationale, a-t-il ajouté. Les candidats potentiels subissent des examens physiques et psychologiques approfondis et sont évalués par une équipe composée de médecins, de psychiatres, de psychologues et d'anciens patients, a déclaré Gandhi. Il a précisé que les évaluateurs recherchent la motivation et une ressemblance physique avec le sexe opposé. Ils doivent l'être, physiquement capables de subir l'opération et ne doivent présenter aucun antécédent de psychose. Ensuite, il nous indique que pour les 10% qui subissent l'opération, celle-ci n'est pas réalisée avant au moins 12 mois. Lorsque nous nous sentons à l'aise et que le patient se sent à l'aise avec la décision, a déclaré Gandhi lors d'une interview, les personnes qui ne seraient pas candidates peuvent apprécier le rôle du sexe opposé, mais ne désirent pas nécessairement le changement chirurgical. Je veux dire, c'est tout simplement, c'est vraiment stupéfiant.
Le seul endroit sur toute la côte ouest, si vous vouliez le faire, c'est l'Université Stanford. Au moment précis où notre sosie de Jean-Michel Troigneau, prisonnier 2093, que nous ne pouvons identifier. Nous sommes désespérés de l'identifier. Peut-être que tu l'es. Peut-être que vous regardez ça et vous vous dites « c'est moi ». Je suis Thomas Williams. C'était moi tout le temps. Je ressemble exactement à GMT. C'est fou que je ne sois pas lui. Crois-moi, mon frère. Tendez la main. Veuillez nous envoyer un email. Conseil sur candaceowens.com. Au fait, c'est quelque chose, être les premiers à se lancer dans les opérations de changement de sexe et les chirurgies transgenres, c'est quelque chose dont Stanford encore aujourd'hui se vante. Vous pouvez consulter ce titre. Vous savez, cela fait partie de la sensibilisation LGBTQ, une nouvelle collection historique sur les soins d'affirmation de genre à Stanford. Ils disent « c'est nous qui l'avons fait en premier ». Incroyable. Absolument incroyable. Pour célébrer le mois des fiertés, ils disent « nous mettons simplement en avant tout ce que nous avons fait pour être les premiers ». Des personnes qui prenaient soin des personnes trans. On est obligé de se demander, alors que nous voyons tous le monde devenir fou de la transidentité, est-ce qu'on est en train d'être endoctrinés, les amis, dans la théologie de quelqu'un d'autre? Sommes-nous en train d'être endoctrinés dans la foi de quelqu'un d'autre? Nous avons parlé de cela, de cette combinaison du masculin et du féminin. Plus vous en apprenez sur Cybèle, plus vous en apprenez sur Attis ou Dionysos, ils essaient de faire croire que ces personnes n'étaient pas les mêmes. Absolument, ce sont les mêmes. Vous commencez vraiment à comprendre ce qui se passe dans ce monde. Donc, merci pour l'info, Amiane. Aussi, nous avons reçu des tonnes d'emails concernant Georges Pompidou. Nous vous l'avons dit, c'était le premier ministre qui est devenu président de la France après que cette révolution de couleur ait été orchestrée. Pour renverser Charles de Gaulle, qui était bien plus du genre, non, nous n'allons pas faire ça. Nous n'allons pas abandonner l'or. Ce n'est pas une bonne idée pour nous. Il suffit de rejoindre le système mondial de monnaie fiduciaire. Eh bien, voici l'un des nombreux commentaires que nous avons reçus. Je lis celui-ci en particulier depuis YouTube. Cette personne écrit « Candace, c'est important », nota bene ici. Georges Pompidou était le directeur général de la banque Rothschild à Paris avant de devenir Premier ministre puis président de la France. Travaillant sous la direction de Guy de Rothschild, Pompidou a rejoint la banque en 1955 et est rapidement monté à un poste de direction, y travaillant jusqu'en 1962. Merci pour votre travail. Il a raison, j'ai vérifié ce fait. Il est vrai que Georges Pompidou, c'est une histoire très similaire à celle d'Emmanuel Macron. Je veux dire, c'est presque la même chose. Comme si une main s'était posée sur lui, une sorte de touche de Midas, il est propulsé dans les rangs et devient président. Après qu'ils aient dû se débarrasser de Gaulle. Et oui, ensuite la France est venue récupérer son or dans ce mystérieux, une sorte de flotte navale. Apparemment, l'armée de l'air était impliquée. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas comment cela s'est passé, quel itinéraire l'or a pris. Enfin, beaucoup de personnes francophones, je devrais dire, partout dans le monde, des Canadiens francophones et des Français de France, nous ont écrit pour nous expliquer la manière inhabituelle, excessivement verbeuse et philosophique, inutilement philosophique, dont parle le prisonnier 2093. Dans la transcription de son entretien de sortie, lorsqu'il parlait de son identité, du soi, c'était très confus. Et j'ai dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas américain. On ne parle pas comme ça. D'accord, on peut apprendre la langue, mais il y a quelque chose qui va au-delà de la langue, c'est est-ce que c'est normal? Et la réponse est non. Ce discours était incroyablement inhabituel. C'était incroyablement confus. Eh bien, devinez quoi? L'enregistrement audio de cela existe en fait. Il n'y a pas d'image, mais il y a un enregistrement audio qui était disponible sur le site de Stanford. Je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté. Encore une fois, pendant que nous écoutons cet enregistrement, je veux que vous fassiez très attention à la difficulté que cette personne a avec les R. Pour moi, il est très clair que ce n'est pas un locuteur natif de l'anglais. Je dirais presque sans équivoque que ce n'est pas un locuteur natif de l'anglais. Et heureusement, puisqu'il parle de son rôle, nous allons continuer à l'entendre essayer de prononcer ces R. Écoutez bien. Je suppose qu'on pourrait dire que je jouais mon meilleur rôle, parce que je crois que la vie dépend vraiment du rôle que l'on joue et de la façon dont on agit. Et dans presque toutes les situations que j'ai vécues, je peux les décrire en termes de rôle que je joue. Et être en prison, devoir suivre toutes ces règles, c'était l'une des premières occasions que j'ai eues de jouer
Le rôle de base, ou du moins autant que je puisse comprendre, le rôle fondamental sur lequel les autres rôles sont construits. Oh d'accord, oui. Je ne peux pas me décrire autrement qu'en termes de rôle. Je crois sincèrement que la chose la plus absolument importante, ce sont véritablement les résultats concrets et non pas simplement les tentatives isolées. Je ne suis pas tout à fait certain de ce que tu veux précisément dire par là. Pourrais-tu m'éclaircir davantage, s'il te plaît? Je veux dire, je changerais pour presque n'importe quel rôle. Presque n'importe quel rôle qui peut être construit à partir du rôle de base afin d'accomplir ce que le rôle de base voudrait accomplir, mais qu'il ne pourrait pas accomplir seul en agissant simplement comme un rôle. Ah, je vois. D'accord. D'accord. Non, elle ne voit pas. Donc, le rôle, t'as été dans le rôle de prisonnier cette semaine. Maintenant, supposons que la sélection aléatoire ait fait que tu sois devenu gardien à la place. Je pense que j'aurais aussi pu entrer dans le rôle d'un bon gardien. Je pense que j'aurais pu entrer dans le rôle au point d'être satisfait du rôle. Selon les critères de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Je vois que quelqu'un dans le chat a mentionné la façon dont cette personne prononce opportunity. Oui, j'ai juste eu l'impression que c'est comme si tu le perdais un peu. Le jeu d'acteur y est presque, mais pas tout à fait. Trouvez-moi le prisonnier de 1093. Aussi, un grand merci à la personne qui a organisé tout ça pour nous. Je ne suis pas douée en technologie. Et cette personne, je crois, sur l'application Face, c'est bien l'application Face, Skylar. L'application Face, je crois, non? Je suppose qu'ils ont utilisé l'application Face et je crois qu'il y a un réglage où tu peux transformer n'importe quelle personne. Je crois me souvenir que c'était devenu assez populaire. Les gens postaient ça sur Facebook et les réseaux sociaux. Voilà à quoi je ressemble en homme. Ils s'amusaient juste à changer leur visage d'homme à femme. Donc cette personne s'amusait et a mis une photo de Jean-Michel Triangongo, puis l'a transformé en femme. Et regarde ça, c'est encore une fois grâce à l'application Face. Ce n'est pas réel. C'est évidemment retouché, mais regarde ça. Cette personne transforme. La première étape, c'est juste Jean-Michel, et ensuite montre-moi la suivante, Skylar, depuis l'application Space. Incroyable. C'est incroyable. En utilisant cette application, on va juste féminiser ça. Voilà ce que fait l'IA si tu prends la photo de Jean-Michel. Je ne pourrai plus jamais oublier ça. Je ne pourrai vraiment plus jamais oublier ça. C'est incroyable. Au fait, j'ai reçu un mail dingue. Quelqu'un pense avoir trouvé Jean-Michel dans un annuaire scolaire américain. Mais je te promets, ce mail est arrivé 2 minutes avant qu'on commence le direct. J'étais là prêt à tout arrêter pour la journée et à dire « il faut qu'on confirme ça ». C'est fini. Mais on n'a pas encore eu le temps de vérifier si c'est exact. Si c'est le cas, c'est dingue. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelles sont les chances? Je dis ça comme ça. Qui l'a appelé le dieu Damien? Quelqu'un a lu un manuel. Quelqu'un qui parle français, dites-moi qui lui a donné ce nom. C'est juste un nom marrant. Et puis, qui est-ce le capitaine Bornel? J'ai besoin de tout savoir. Je suis tellement curieuse. Je veux savoir ce qu'ils déterrent dans leur jardin à Henryville. Il faut que je sache. Je dois absolument tout savoir tout de suite. Donc ça m'intéresse. Je m'intéresse à tous les aspects de cette histoire. Ça va te coûter cher, Burzy. Écoute, je n'ai pas l'argent que tu as derrière toi, mais je suis intéressée et je suis déterminée à tout révéler. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit, une véritable obscurité spirituelle ici qui, je crois, est en train d'être dévoilée. Je pense qu'elle a enveloppé la Terre et est révélée. Lexi écrit « Continue la série sur Epstein. Ça devenait si intéressant. J'adore ton travail. Ne t'inquiète pas. Nous n'avons terminé aucune d'entre elles. Ces séries sont en cours. Elles sont toutes en cours parce que tant que le monde entier ne sera pas éveillé au mal, on doit continuer. » Le modérateur Marzi écrit « Donc ce culte de Dionysos prouve littéralement que tout est en fait faux et gai. » Ouais. L'aspect théâtral de tout ça est incroyable. Tu sais, réaliser qu'on pourrait en fait être militaire en représentation. Pense à ça, des acteurs de niveau militaire. Et j'ai toujours eu des soupçons à ce sujet. Je pensais que j'allais pouvoir remonter ça jusqu'au culte de Dionysos. Non, mais il y a juste des gens sur lesquels j'ai toujours un point d'interrogation comme Sean Penn qui est toujours là au mauvais ou au bon moment. Il s'implique. Je me dis, ce type doit forcément être à la CIA, non? Il y a des acteurs de niveau militaire. Bien sûr qu'il y en a. D'ailleurs, je dis ça de façon présumée pour Sean Penn. Je n'en ai pas la certitude. Je ne sais pas, non. D'accord. Parfois, je sais juste, non, mais je sais. J'y pense parce que ces gens, en fait, ce sont des gitans.
D'accord, ce sont des gitans. Ils peuvent jouer un rôle, se transformer et devenir autre chose. Et ils font croire aux gens autour d'eux qu'ils sont ceci, qu'ils sont cette chose. Et c'est incroyable de penser à quel point le domaine de la psychologie s'est consacré à voir si l'on pouvait influencer la psyché de masse, la psyché collective, par la simple performance. Et oui, si tu lis le livre Chaos dans les années 60, mec, ils étaient vraiment passionnés de psychologie et vraiment passionnés de performance. Et cela s'est produit partout dans le monde, et je pense que ça dure depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit. Holly écrit « Candice, tu devrais t'intéresser au culte où les hommes se castraient et placèrent leurs organes génitaux sur des arbres comme rituel. » C'est la même histoire. C'est l'histoire d'Addis. C'est lié à la tradition de mettre des boules rouges sur un sapin de Noël pendant le solstice d'hiver. Oh mon Dieu, je ne pourrai jamais oublier ça. Je ne pourrai jamais oublier ça. Je vois exactement de quoi tu parles, parce que c'est l'histoire d'Addis et de la forêt, et de ce qui se passe après qu'il se soit castré. Je suis tellement bouleversée de ne jamais pouvoir oublier ça. Merci pour ça. Crikey écrit « C'est incroyable ce qu'on découvre. Quand tu veux savoir si la femme du président de la France a un, eh bien, demande à Tim Dillon. C'est vrai, c'est vrai. Et comme je l'ai dit, tout ce parcours, je suis, évidemment, il y a tellement de choses qui sont juste Dieu, qui m'ont amené à m'intéresser à ça, à en être assez passionnée pour ne pas lâcher l'affaire. Quand tous les médias sont tombés dessus en disant « Non, 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 c'est fou », l'idée que... Et moi, je me disais « De quoi parlez-vous » C'est une histoire vraiment solide. Et maintenant, le monde entier est à l'écoute et l'écoute. Maggie écrit « Si nous ne sommes pas dans la matrice, c'est la matrice, pardon. C'est au moins un univers parallèle que nous commençons à percevoir à côté de notre réalité. J'ai mal à la tête. » Ouais. Oh, c'est une matrice, mes amis. C'est une matrice. Et comme je l'ai dit, vous devriez peut-être vous acheter une vieille Bible. Commencez à comprendre où sont allées ces tribus, ce qu'elles faisaient. Non, tout le monde n'était pas sémite, vous savez, issu de Sem. C'est très important. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils nous ont endoctrinés encore plus dans leur culte. Quand vous apprenez à l'école, c'est la science, c'est le transgenrisme. Ils ont transformé tout en science. Ils ont compris que c'était la faille. Dites aux gens qu'ils sont trop intelligents pour croire en Dieu pendant qu'eux. Croyez en leur Dieu et ils vont vous endoctriner pour que vous fassiez des choses afin d'adorer leur Dieu, comme l'avortement, le sacrifice qui est bien sûr offert à leur Dieu. Et vous pouvez retracer cela à travers les époques jusqu'à une tribu spécifique. Vous savez, le meurtre d'enfants, vous les reconnaîtrez toujours à leurs fruits, n'est-ce pas? Et cette histoire de transgenrisme, je te disais, la Kabbale, ils croient à cela, que le Kaboul qui est enraciné en Turquie, n'est-ce pas? La Kabbale, cette combinaison du masculin, c'est comme, oh mon Dieu, pour eux, c'est le summum. C'est la sibylle, c'est l'hermaphrodite, hermaphrodite, sibylle ou agnus, distus, peu importe le nom que tu veux utiliser, que tu lises les histoires romaines, grecques, turques ou égyptiennes. Tu sais, les histoires se répètent sans cesse. Et ça te donne mal à la tête, mais ça t'apporte aussi de la clarté. Parce que si tu n'es pas dans les cultes, alors tu dois combattre les cultes. Et tu sais quelle est la meilleure façon de les combattre? L'auteur des mensonges. Avec la vérité. C'est aussi simple. Rebecca écrit « Candice, tu devrais t'intéresser à la catastrophe du Titanic. » Oh, allez. Tu sais, je connais déjà l'histoire de la réserve fédérale et celle du Titanic. En gros, tasse, pour revenir à ce culte gitan, les gitans, comme on va le voir dans mon club de lecture, ont fondé Hollywood. Donc, l'ultime astuce, c'est que les forains ont fondé Hollywood et ont tout mis sur écran, ce qui leur permet de raconter leur histoire et de nous faire ressentir des émotions, submergés par les émotions. Cela leur permet aussi, c'est aussi une façon de nous posséder par le mensonge. Et oui, l'histoire du Titanic n'était pas vraiment celle d'une femme. Qui jette, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'elle jetait dans l'océan? Une émeraude dans l'océan est tombée amoureuse de Léonard de Vinci. Qu'est-ce que c'est? Saphir. Oui, c'était un saphir. Tu as tout à fait raison. Et elle dit « Mon cœur survivra ». Et elle fait comme ça. Oui, ce n'était pas ça? Ce n'est pas réel, les gars. Je suis désolée de vous l'apprendre. Et quand vous serez prêts, je sais, ça peut sembler un peu tôt parce qu'on a beaucoup à digérer. Quand tu seras prêt à parler de l'alunissage que Brigitte a vécu avec les Américains, tu me le dis. Et si tu es prêt pour ça, il y a déjà un épisode précédent à ce sujet. Est-ce que cela avait à voir, crois-le ou non, avec la magie sexuelle, les sectes, les gens, le Jet Propulsion Laboratory, le précurseur du programme Apollo? Ils pratiquaient des rituels sexuels. Quand tu seras prêt pour ça.
Le culte de Dionysos fait partie de l'histoire de la NASA, donc ça semble plutôt approprié, peut-être potentiellement intéressant. Une piste que nous pouvons explorer est de comprendre pourquoi Brigitte était ici lorsqu'elle a vécu l'alunissage. Et d'ailleurs, comment exactement a-t-elle vécu cela? J'ai tellement de questions. J'ai hâte de faire témoigner cette femme mythologique sous serment. Très bien, les amis, je vous retrouve au club de lecture. Sinon, on se retrouve demain.